Femme paysanne, épisode 2, Léa et Claire. C'est parti, c'est bon, vous Ah avez ouais. des questions Non, c'est toi qui vas les poser. Ouais, j'ai ça. On attend. Exactement. Nous, aujourd'hui, on fait rien. On te laisse travailler. Ça change. Et bah d'abord, je vais vous laisser vous présenter comme vous le souhaitez, l'une et l'autre. Donc Claire Schuller, je suis maraîchère en Corrèze. Et je suis installée ici depuis maintenant 22 ans à peu près, sur la ferme familiale. Après des périples en Angleterre dans ma jeunesse. Et moi, c'est Léa Schuller, donc maraîchère aussi, donc avec Claire. Et une femme trans qui a vécu en Angleterre pendant presque la moitié de sa vie et maintenant vit en France ici depuis 2 ans. 2 ans, merci. Quel est votre rapport au mot paysanne? Alors, moi, paysanne, mais déjà, c'est ce que je suis. Et puis, c'est aussi l'histoire de ma famille, de ma maman, de ma grand-mère, d'une histoire familiale aussi, qui m'évoque des femmes fortes et impliquées dans l'histoire de leur famille, de leur vie, de leur territoire, de leur communauté. Ouais, moi je suis d'accord avec tout ça aussi. Peut-être aussi on peut inclure, surtout aujourd'hui, un concept de gardien de la terre un peu à un certain degré. Donc je vois dans l'agriculture que nous on pratique, l'agriculture biologique, c'est une agriculture un peu avec une philosophie derrière qui est très écologique. Donc voilà, c'est à peu près ça en résumé. Merci. Et justement, ça faisait partie d'une de mes questions un peu plus loin. Ça veut dire quoi concrètement faire du maraîchage bio? Par définition, c'est surtout qu'on s'en sert du sol plus que juste une structure pour maintenir des racines en place, un support. C'est aussi c'est par là où on nourrit la plante. Donc du coup, il faut entretenir la terre, la vie microbien, ce genre de choses. Donc, pas de produits de synthèse non plus. Donc, nos engrais sont toujours issus des activités biologiques, donc les déchets des végétaux ou ce genre de choses. Et aussi un concept donc ça peut-être rejoindre le premier point, c'est que l'idée de faire une rotation de sol pour maintenir cette idée de solidité dans le sol, en fait, que ça peut survivre et servir comme un tampon. Et c'est pas toujours juste à nourrir que la culture qui est sur place, qui est plutôt l'aspect conventionnel classique, en fait. Et pas de désherbant, du coup, aussi. Ouais, ça, c'est un aspect assez important ouais, parce que du coup, il faut soit pallier avec des paillages, des préparations du sol un peu plus complexes pour préparer le sol et pas avoir trop d'enherbement. Et je rajouterais peut-être à ça, peut-être en ce qui nous concerne et beaucoup d'autres fermes qui sont en agriculture biologique aussi, de vraiment inclure l'aspect de la biodiversité, de la nature et des parcelles qu'on cultive en fait. Vraiment entretenir cette biodiversité. Au-delà de la réglementation agriculture biologique qui nous impose juste de ne pas utiliser des produits de synthèse, je pense qu'on est quand même très nombreux en agriculture biologique à avoir une conscience écologique de l'ensemble du système en fait. Et comment ça se traduit chez vous, cette conscience de la biodiversité qui va au-delà des réglementations? Ça va être de maintenir des zones florales, des zones fruitières, fleurs, plantes sauvages, des ronciers, des orties, des choses comme ça. Ne pas vouloir être tout propre autour des parcelles, parce que c'est des lieux où les insectes auxiliaires vont vivre, où cette biodiversité se développe. Et puis au-delà de ça aussi, dans les systèmes des serres, d'introduire aussi des fleurs et des bandes fleuries pour avoir des insectes auxiliaires.
Donc voilà, d'essayer de reproduire, même au niveau des serres, d'essayer de reproduire autant que possible un système avec une vie biologique complète, que ce soit dans le sol et dans la vie des insectes qui peuvent vivre dans les serres. Eh ben, c'est peut-être le moment du coup de faire un petit insert sur ce dont on a parlé ensemble, sur le réseau Défi. Oui, ben on a rejoint le réseau Défi, je ne sais plus exactement la date, mais il y a au moins 7-8 ans, peut-être plus. Donc c'est un réseau qui est piloté par les chambres d'agriculture, en Corrèze en tout cas c'est les chambres d'agriculture, et qui met en réseau des agriculteurs dans le but de réduire les produits phytosanitaires. Donc nous, en étant en agriculture biologique, on n'utilise que des produits phytosanitaires qui sont d'origine, on va dire, végétale ou naturelle. Mais ça veut dire qu'on utilise quand même certains produits phytosanitaires qui peut-être pourraient être réduits. Donc c'était intéressant de rejoindre ce groupe. Et c'est à travers ce groupe, dont notamment, qu'on a développé les techniques de bande florale dans les serres, comment introduire des insectes auxiliaires de façon plus automatique et naturelle, plutôt que d'acheter des insectes auxiliaires tous les ans pour venir pallier à des problèmes de pucerons ou d'aleurodes ou autres. Donc ce réseau, c'était super intéressant parce que du coup, il y a un technicien qui anime le groupe, on rencontre plein d'autres agriculteurs, il y a des échanges, des visites de ferme, des retours d'expérience. C'est vraiment bien d'avoir à la fois ce soutien technique et des collègues, et puis les échanges humains en fait que ça génère. Avec les autres agriculteurs et agricultrices. Ça aide à progresser dans le bon sens et puis à pouvoir reproduire des expériences qui se sont passées sur d'autres fermes sans avoir à faire des tests nous-mêmes en permanence. Et alors, comment vous en êtes arrivé à devenir maraîchère ici en Corrèze? On est venu en vacances une année pour voir la famille de Claire, et ils ont parlé de cette ferme que personne d'autre voulait le prendre parce qu'ils ont trouvé que c'était un peu trop isolé pour eux. Eux, ils préfèrent vivre dans un village ou quelque chose comme ça. Et pour nous, quand on est venu visiter, pour moi, c'était un coup de cœur tout de suite. C'était waouh, c'est vraiment super. On adore le fait qu'on est un peu paumé. Et justement, c'était un peu à partir de là, ça. Déjà, on était intéressés dans l'écologie et tout ça. Et moi, dans ma famille, j'ai eu mon père était maraîcher quand j'étais plus jeune et j'ai travaillé dans le petit boulot de maraîchage pour l'été, tout ça, pendant les vacances d'été. Donc, j'avais un peu d'expérience, de tout ça. Et Claire aussi, bien sûr, vu qu'elle était née dans une famille paysanne, elle a eu beaucoup d'expérience par rapport à l'agriculture. Donc, on a décidé à prendre la décision et venir ici. C'était peut-être un an après, on avait décidé quelque chose, je crois, c'était ça. Ouais, on s'est donné. On habitait en Angleterre à l'époque. Ou peut-être un peu plus, 2 ans ou quelque chose. Ouais, il y a eu 2 ans entre la première idée qui a émergé de peut-être revenir vivre en Corrèze. Enfin, pour moi, en tout cas, revenir vivre en Corrèze après 8 ans en Angleterre. Et puis, qu'est-ce qui a déterminé notre travail en Angleterre aussi. Le fait qu'à l'époque, on travaillait dans une Scope bio qui avait un magasin et un café. Et on travaillait en lien avec les producteurs du coin là-bas, qui fournissaient à la fois le café et le rayon fruits et légumes que tu gérais. Ouais. Et du coup, le fait d'être en lien avec ces maraîchers, d'aller un peu faire du bénévolat chez eux aussi, ça nous a aidé à nous concrétiser dans cette envie de revenir un petit peu ici. Et puis peut-être on ne savait pas trop comment, quoi, mais le maraîchage est très vite devenu quelque chose qui nous a plu. Ouais, justement, ouais. Et puis on a complété ça avec l'idée d'avoir des vergers pour avoir une production fruitière pour la période hivernale. Donc on a planté des kiwis aussi, on a fait des stages chez des producteurs de kiwis. Donc pendant 2 ans, on a fait beaucoup de stages, d'expériences dans des fermes, on a fait un BPRERA qu'on a fait en France pour pouvoir habiter en France, pour que Léa se teste à vivre en France et voir si elle aimerait ça. Ouais, juste ça. La culture française. Mais non, ça va. Et du coup, voilà, au bout des 2 ans, il est devenu très clair que c'était vraiment ça qu'on voulait faire. Okay. Et comment ça a été perçu le fait que vous choisissiez de vous installer en bio à une époque où on était vu comme les marginaux, je crois. Oui, à l'époque, c'était un peu... C'était moins connu. Mais
dans ma famille, l'accueil a été tout à fait correct. Ouais. Et ils nous ont vraiment donné carte blanche pour nous lancer et puis nous laisser faire nos erreurs. Et... Ouais, je crois, il y avait beaucoup de ça. Et Ouais. cette idée de, on le laisse faire, mais je crois qu'ils vont voir la réalité des choses. Et ironiquement, maintenant, toute la famille font le bio. Oui. Donc, du coup, c'est ça. Ok. Mais Bah, Ouais. il faut aller sur tout le monde. clairement, ouais, c'était pas très. Même au niveau des ventes sur les marchés et tout ça, on voyait bien que les gens, le bio ici, ils connaissaient pas trop. Ils avaient Ouais. un regard un peu négatif sur la chose et c'était pas trop bien vu. C'était pas un truc que je mettais trop en Non. avant non plus C'était sur mon plus, stand au début. J'avais mes petits panneaux qui disaient que c'était en agriculture biologique, mais c'était pas. J'avais pas des gros panneaux bio sur mon stand parce que je voyais bien qu'il y avait des gens que ça rebutait. Rien que le mot bio, ça rebutait un peu direct. C'est ça. Donc ça s'est fait progressivement. Et puis il y a quand même eu, après le Grenelle de l'environnement, je ne sais plus les dates, à quelle date c'était le Grenelle de l'environnement. Mais moi j'ai clairement vu dans l'année qui a suivi et ouais, à peu près l'année qui a suivi le Grenelle, en fait, un changement de regard de la clientèle sur le bio. Les gens avaient peut-être lu plus de choses sur l'écologie, sur l'alimentation, comment notre alimentation était produite, tous les effets néfastes des pesticides et tout ça. Et les gens ont commencé à avoir un regard un peu plus bienveillant Ouais. pour le bio. Et voilà, et puis progressivement, après, puis les générations nouvelles arrivant aussi avec d'autres visions du monde que... Ouais, au début, on vendait plus par le fait qu'on était des producteurs locaux. Oui, En fait, des productrices locales, en fait. C'était plus ça que, oui. que le bio. Mais je crois que ça arrivait aussi avec il y a une génération peut-être, avec les nouveaux parents qui voulaient acheter le bio pour les enfants. Oui, Donc il y a on eu avait ça souvent des parents qui sont arrivés au début qui achetaient les légumes que pour les enfants. Et eux, ils avaient les légumes normaux, on peut dire, soi-disant. Mais quand même, pour le compote et tout ça, et pour les purées, il voulait que ça soit en bio. Et puis petit à petit, maintenant, c'est tout type de personnes, en Ouais. fait. La clientèle est beaucoup plus variée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez le plus avec votre métier de maraîchère? Ouais, il y a tellement de choses que j'aime en fait dans mon métier. Alors, moi déjà j'adore être dans les champs, j'adore m'occuper des plantes, les semer, les planter, m'en occuper, tout ça, les voir pousser, de la petite graine au produit fini. J'adore cuisiner, donc cuisiner ses propres produits c'est génial. Et puis vendre les produits qu'on a fait pousser. Vraiment de la graine à l'assiette, on pourrait dire, jusqu'au consommateur, c'est tout cet ensemble en fait. Je trouve ça très satisfaisant en fait. Tous les aspects du métier sont hyper satisfaisants. De travailler dehors, d'être avec les saisons, les éléments. Ouais. C'est peut-être les Mais choses que d'avoir j'aime un le plus. bio à ciel ouvert comme C'est ça, ça. ouais, c'est d'avoir la terre sur les mains et tout ça, c'est aussi le côté physique, j'aime bien personnellement aussi, au lieu d'être juste assis toute la journée. L'indépendance du travail aussi. Il y a tellement de choses, voilà, on peut parler de beaucoup. C'est pas un seul truc, c'est sûr. Ouais, c'est très... ouais. Et puis c'est très diversifié aussi. Ça c'est bien, c'est rare qu'on fasse la même chose toute la journée. Et c'est rare qu'on fasse tous les jours de la semaine la même chose. Sauf Donc, que quand c'est le désophage, oui, il y a des moments il y a des moments, oui, quand quand même. il faut désherber les carottes et que ça prend des jours et des heures et des heures. Mais comme on a une production très diversifiée, en fait, on peut Ouais, aussi choisir justement, ouais. de ne pas faire la même chose toute la journée. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc si on veut varier, on peut varier aussi. Et que ce soit au niveau de la fatigue physique ou juste même mentalement, quoi. Que ce soit plus plaisant de ne pas faire du travail à la chaîne toute la journée. Et, alors forcément, il y a des moments, c'est le cas, mais
comme quand on met le foin dans les courges et qu'il n'y a que ça à faire. Mais ouais. Combien on avait calculé 40 heures, non, 100 heures de... Oui, 120 heures. un truc. Ouais. On était nombreux, c'était l'équipe Ouais. paillage, donc ça allait vite, mais on l'aurait fait toute seule. On aurait fait ça pendant des journées. Ouais. d'affilée. On a trouvé un autre moyen, peut-être, c'est ça aussi. Ouais. Et au contraire, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans cette Je savais que tu vas me poser cette question, j'attendais ça. Le fondant. Alors, moi, je dirais qu'il y a la partie la plus avec laquelle où je vais le plus à reculons, c'est tout ce qui est paperasserie, la comptabilité, tout ça. Je le fais, Ouais. mais c'est voilà, parce qu'il faut le faire, quoi. C'est pas un truc qui me plaît le plus. Et la charge mentale, H24, 7 jours sur 7. Ça, c'est la partie la plus difficile à gérer, on va dire. Jamais de répit, Ouais. mais ça, c'est le cas de toute personne qui est indépendante à son compte et il n'y a jamais de bouton pause. Ça n'existe pas. De temps en temps, mais pas Voilà, on peut souvent. se faire des Ouais. petites parenthèses, En des hiver. petites pauses, mais c'est toujours là en fait la gestion, gestion d'une entreprise et tout ce que ça implique. Ouais. Donc ça, c'est peut-être les aspects les plus négatifs. Et puis L'aléatoire un peu et l'aléatoire aussi. de la Ouais. météo et de, peu de importe, travailler avec le vivant Ouais, et des fois, c'est et juste. cette météo. En même temps, on apprend pas ça. C'est une leçon pour la vie un peu. Il y a toujours les aléatoires, donc Oui. les aléas pardon, dans la vie. Donc, mais ouais, c'est vrai, des fois, ça c'est frustrant. Après, tu as fait une grande mise en place pour quelque chose et puis, boum, il y a un orage de grêle ou quelque chose comme ça. Mais encore, ça c'est les aléatoires, les aléas de la vie un peu aussi. Donc, c'est comme ça, C'est une ça. bonne leçon. On apprend. Oui, enfin, moi, je m'en passerais bien quand même. Non, non, c'est vrai. On ne peut pas apprendre de cette façon-là, mais c'est des fois. Le fait que vous parliez des aléas, ça me fait penser à l'épisode de la serre envolée Oui. Ouais, justement. et de toute la solidarité qui en a découlé. Oui. Ouais. Est-ce que vous voulez revenir dessus Ah, Oui, On est du chanceuse. coup, dans ces périodes de crise climatique, on va dire, qui nous sont arrivées, il y a eu notamment cette tempête là qui nous a arraché une serre et du coup, c'était un peu abîmé des autres, ouais. c'était un peu la cata ce jour-là. On avait une serre qui était couchée sur 2 autres serres et on était en plein mois de mai et Ouais, il y avait tellement de choses à faire déjà et on se retrouvait avec un chantier monstrueux là, de tout avoir à démanteler, dénouer, couper. ouais, ouais. On se sentait pas trop le cœur à l'ouvrage. Ça a été un peu difficile là ces 24 heures et puis finalement il y avait plein d'amis qui sont venus nous aider. Ouais. Incroyable, ça a été. Ils nous ont remis le pied à l'étrier direct quoi. C'est ça. Bah, en 48 venir. heures, on a eu des équipes qui étaient formées, des gens qui nous appelaient en permanence pour dire qu'est-ce qu'ils pouvaient faire et tout ça. On a eu des gens qui sont venus faire à manger pour des gens qui sont venus travailler. Tout ça, c'était vraiment... Et on a eu aussi les dons. Donc, c'était juste énorme. C'est plus que 40-50 personnes dans l'espace de 2 semaines, je crois, qui sont passées. Je crois qu'on a vu... C'était énorme. Ouais. On a vu Des gens qui sont venus pour plus de plusieurs jours. 60 personnes, individus qui sont venus aider, des fois une journée, des fois 2, des fois il y en a qui sont restés plusieurs jours, Ouais, c'était... où ils sont revenus. Mais je crois qu'on avait comptabilisé le nombre d'heures de travail que ça représentait. C'était des 800 ou 900 heures de travail qui nous ont été données pour découper les serres qui étaient toutes pliées là, et puis sous la pluie en plus pendant 3 jours. Donc c'est pas le plus gai à faire. Plus, ouais. Et puis avec les disqueuses et les tenailles, de tout défaire, tout trier, Et pour planter aussi. remonter ce qui ouais. était remontable et puis mettre au recyclage ce qui n'était pas et plier les bouts de plastique et puis racheter des plastiques, racheter des bouts de quincaillerie. Et des équipes qui pendant ce temps étaient en train de planter ce qui avait besoin d'être planté parce qu'on est au mois de mai, il faut tout planter. Donc franchement, heureusement qu'il y avait tous ces gens là, c'était incroyable. Incroyable. Ouais, c'était une aide. Et vraiment, moi je suis énorme. repartie, autant j'étais au fond du trou là pendant quelques semaines,
je suis repartie avec le cœur à refaire mon métier plus que jamais. Tu parlais juste avant de la charge mentale et du fait qu'il n'y a pas de bouton pause. Justement, une des choses qui, moi, la première chose que je me suis dit en arrivant, la première journée, c'est mais comment elles font pour savoir tout ce qu'il y a à faire, organiser, à l'échelle d'une semaine, d'un mois, je sais pas, les tâches, quoi. Donc, parce qu'il y a les choses urgentes, il y a les choses moins urgentes, enfin bref, ça m'a vraiment posé question. Je me suis dit, j'ai vu la liste dans vos têtes et je me suis dit, mais comment elles font? Mais comment vous faites? Alors, il y a l'expérience, ça fait 20 ans qu'on fait ça déjà. Aujourd'hui, il y a l'expérience. Les premières années, on avait des calendriers, j'ai des tableaux Excel à n'en plus finir sur les calendriers culture, les calendriers, les plans des serres, des parcelles, les plans de rotation. Donc tout était préparé l'hiver à l'avance pour avoir quand même un guide, quoi, un plan de la saison. On se basait sur ça. Les premières années, on faisait beaucoup lundi matin, petit briefing, les choses urgentes de la semaine, là, on priorise et voilà, donc ça, on le faisait souvent. Maintenant, les choses se font beaucoup plus naturellement et cool parce qu'avec l'expérience, on sait un peu toutes les deux, même sans se parler et se briefer, on voit à peu près ce qu'il y a à faire et on fait quand même encore le travail en hiver pour l'assolement et tout ça, donc du coup, quel légume va suivre l'autre et tout ça. Mais une fois que ça c'est en place, c'est dans nos têtes et donc on sait à peu près organiquement maintenant comme ça fonctionne, comme ça se met ensemble. Donc la charge mentale aujourd'hui, elle n'est pas tellement sur cette planification, on va dire. Elle est plus sur le quotidien des choses qu'il y a à faire, de l'urgence des choses à faire en fait. Parce il y a des choses qui se font à peu près dans les temps et de façon assez naturelle. Et puis il y a des choses aussi on n'est pas trop dans les temps. Et du coup, tant que c'est pas planté, on n'est pas serein dans nos têtes, quoi. Donc cette charge mentale, c'est plutôt ce genre de choses en fait. Les choses qui sont pas, quand on n'est pas à jour de faire telle ou telle activité, ou qu'on a eu un retard, une cata sur quelque chose, et du coup, ça nous met 3 jours dans les pattes parce que on était en train de réparer un tracteur ou une machine ou réparer une serre parce qu'il y a eu un accident et puis que du coup, on n'est pas à faire ce qu'on aurait dû faire. Du coup, on prend du retard sur des plantations qui n'ont pas eu lieu. Et donc, il y a des choses comme ça. Une autre question, quel est votre moment préféré de la journée? Le matin. Ouais. J'ai cru que tu vas dire quand tu vas au lit. Le matin aussi. Ouais, c'est vrai. Le matin dans les champs ou le matin au marché. Le démarrage d'une journée. Je sais que je vais faire plein de trucs que j'aime bien faire. Et comment s'organisent vos journées? J'imagine que, de ce que je comprends, vous avez des journées parfois différentes. Ouais, c'est ça. Souvent, on fait des tâches différentes. Donc, du coup, avant, on était un peu plus fixe à certains types de travail. Où c'était surtout moi qui conduisais le tracteur et toi qui faisais surtout les semis et le plan et des choses comme ça. Maintenant, les choses sont devenues un peu plus floues au niveau de ça. Donc, c'est littéralement juste... encore, on a ce truc où on n'est même pas obligé des fois à parler parce qu'on sait un peu ce qu'on va dire. On dit juste 2 ou 3 mots et boum, on comprend tout de suite. Donc, du coup, c'est un peu comme ça. Moi, je dis kiwi et tu sais que je vais te broussailler au kiwi parce que tu sais que c'est le boulot à faire en ce moment. Donc, du coup, on fait des micro-briefings en fait. Je pense qu'on s'en rend peut-être pas compte parce que on se pose pas à faire une réunion, mais on se fait des micro-briefings un peu on fait tous les des matins, économies dans les mots maintenant. Voilà. C'est ça. On en a parlé un petit peu en toile de fond. Quel est votre rapport à l'écologie? Pour moi, c'est quelque chose que je crois est tellement important et évident pour tout le monde, mais aussi d'être parent. Je crois aussi qu'il y a vraiment cette réalisation de tout le monde doit l'avoir, parent ou pas, mais d'avoir cette idée d'un avenir qui va
on a des enfants qui risquent à souffrir si on ne fait pas quelque chose maintenant. Donc, du coup, c'est eux qui vont voir les conséquences. Donc, il y a ce côté assez basique, si tu veux, instinctif de vouloir protéger nos enfants. Et donc, pour moi, avant, c'était peut-être plus dans un sens de j'adore cette planète, bla bla. Maintenant, c'est très personnalisé. On doit le faire pour protéger nos enfants un peu. Donc, ouais, je sais pas, pour toi, c'est... Oui, il y a cet aspect-là. Et puis, j'ai presque envie de dire que ça coule de source, mais... C'est ça, c'est tellement logique de base. Mais... Oui, après, bon, moi j'ai grandi dans des fermes, dans la nature. Et pour moi, préserver la nature, ça me paraît essentiel, en fait. Du coup, et notre alimentation, et pas s'empoisonner la vie, et transmettre ça. Transmettre, que ce soit à nos enfants ou par rapport à notre clientèle, de pouvoir proposer des solutions en fait pour des modes de production et de vie qui prennent tout ça en compte en fait. C'est un tout. C'est pas juste faire du maraîchage et le faire en bio. C'est aussi avoir une conscience sur notre impact sur l'environnement, dans notre quotidien, dans nos façons de partir en voyage, de nous déplacer, de ce qu'on achète, de comment on consomme, plein d'aspects en fait de la vie. Pour moi, ça me paraît essentiel. Et ça l'est depuis qu'on est toute jeune en fait. Ouais, déjà quand on était en Angleterre, on avait déjà, pourtant on était dans les années 90 où l'écologie c'était pas la priorité nationale. Alors que ça aurait dû déjà l'être, mais on sentait déjà que c'était important de trouver des modes de fonctionnement plus équitables, et éthiques, écologiques. Un grand programme. Léa, tu t'es présentée directement comme une femme trans. Ouais. Et je voulais savoir comment c'était pour vous d'être un couple queer à la campagne. Oh. Alors Nous, on a la chance d'être entourés de plein de personnes bienveillantes, que ce soit au sein de ma famille, ou nos amis, ou nos cercles d'amis, qui est vraiment... tout le monde est hyper bienveillant. Justement, ouais. Donc, ça s'est plutôt bien passé, en fait, la transition. Et après, au niveau plus large de la vie dans cette zone rurale où on habite, on a peu d'interactions, peut-être avec les gens autour. Un peu, mais c'est jamais ouvertement négatif. Donc, du coup, ce qui est dit derrière des portes fermées, on ne sait jamais, bien sûr. Mais en tout cas, vu qu'on est dans la campagne, il y a plus de conséquences si tu dis quelque chose ouvertement. Donc, du coup, il y a des séquelles potentiellement parce qu'on risque de se croiser plusieurs fois après. En ville, tu as cette anonymité qui te permet des fois d'être un peu plus direct, on peut dire, sans peur de voir la personne après, en fait. Mais honnêtement, moi, j'étais choquée par la réception qu'on a eue parmi les gens qu'on connaît, même les gens qu'on connaît très peu aussi, et surtout des gens que j'aurais imaginé un peu plus résistants. Franchement, ils ont vraiment nous accueillis dans une façon qui était énorme. Là, ça me choquait au début. J'ai vraiment attendu plus d'attrition, plus de je sais pas, quelque chose où on était obligé à lutter un peu. Mais non, c'est jusque-là, aucun souci en fait. Oui, il n'y a pas eu de violence directe en tout cas envers nous. Donc, on a eu même les gens qui nous ont accueillis au bras ouverts et tout ça. Donc, je sais, c'est pas le cas pour beaucoup de personnes, mais nous, on a eu beaucoup de chance de ce côté-là, en fait, que c'était pas trop compliqué, en fait. Donc... C'est peut-être une question qui paraît un peu tirée par les cheveux, mais est-ce que
le fait d'être queer influence votre façon de percevoir votre identité de paysanne et de faire votre métier, enfin de pratiquer. Est-ce Oh. que ça a donné une dimension différente ou pas? Pour moi, oui. Parce qu'il y a cette histoire de... Mais déjà, ouais, c'est peut-être moi qui a fait la transition. Donc, du coup, mais maintenant, vu qu'on fait le woofing, donc on a des stagiaires qui viennent de partout sur la planète et qui restent avec nous. Nous, c'est le listing de WWOFs, Willing Workers on Organic Farms. Nous, on est, je crois, le seul qui sont notés comme famille queer. Et donc, du coup, on a eu beaucoup de personnes queer qui sont venues rester avec nous, qui voulaient toujours peut-être faire une expérience dans la campagne, sur une ferme, mais qui n'osaient pas parce qu'ils ne savaient pas, et elles ne savaient pas quand la réception va être et tout ça. Et donc, du coup, on a eu des retours par rapport à certaines personnes qui ont dit qu'ils aimaient bien cet aspect qu'on pouvait donner un endroit queer safe, on peut dire. Et fait une possibilité pour des gens queer à venir vivre dans la campagne, découvrir la campagne, découvrir l'agriculture et tout ça, qui est des fois un peu plus compliqué. Donc, pour moi, c'est devenu quelque chose, ça commence à prendre plus en plus d'importance dans ma tête, qu'on peut créer un lieu d'apprendre, de passer du temps ensemble et qui est aussi un endroit un peu protégé pour des personnes queer. Donc, je pense que par rapport à nos rôles qu'on pourrait dire typiquement genrés dans un couple, on n'a jamais de toute façon eu des rôles hyper méga genrés. On a toujours partagé toutes les tâches, que ce soit dans nos activités agricoles ou familiales. Et politiquement, on était très féministes déjà. Voilà, je pense que notre identité, elle était déjà multiple avant même la transition de Léa en fait. Donc, qu'est-ce qui vous rend fière aujourd'hui? Je suis contente qu'on ait créé ce lieu. Ouais. Si on pourrait dire, si on peut appeler ça de la fierté, je sais pas. Mais ouais, c'est plus contente en fait. Ça, je suis vraiment satisfaite de ce qu'on a créé ici, d'avoir traversé aussi toutes ces étapes difficiles aussi dans notre parcours de maraîchère et d'en être ici aujourd'hui et de... Même si on ne l'a pas fait toute seule, parce que tous ces élans de solidarité, il y a eu plusieurs épreuves qui nous ont abattus et à chaque fois, c'est la solidarité qui a fait qu'on a continué. C'est une richesse des amis, en fait. Cette richesse de la vie, des contacts, des liens. Et ça, je pourrais dire que peut-être c'est la gratitude pour tout ça. C'est presque ça, en fait. C'est c'est un bon mot. De la gratitude pour la vie qui nous a permis de vivre tout ça et de se plaire et de pouvoir partager tellement de choses. Et, le partage, je pense, est hyper important. Oui, absolument. Pour toutes les deux. Ouais. Que ce soit avec les stagiaires, le partage, mais même avec ma clientèle. Pour moi, c'est hyper important de me dire que tous ces fruits de notre travail... je les vends, certes c'est un geste commercial, mais pour moi ça va au-delà de ça, quoi. C'est que je suis contente de pouvoir offrir ces produits-là de qualité à des personnes et ma clientèle c'est pas juste une histoire de porte-monnaie, quoi. Ça va au-delà de ça. Et donc c'est des échanges dans tous les aspects de notre travail qui nourrissent et qui enrichissent notre quotidien en fait. Ouais. Ça. Je dirais plus gratitude que fierté. Ouais, et moi je suis d'accord avec ça comme choix. Et oui, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai qu'en quelques jours là, j'ai pu voir plein de traductions du lien social en fait, avec vos interactions évidemment avec nous les woofers, woofeuses, vos amis qui sont aussi une communauté disons plus organisée, associative, etc. Et puis la clientèle. Donc ouais, c'était très visible en seulement quelques jours. C'est très chouette à voir en fait. Ouais. C'est ce qui nous nourrit, ce lien social en fait. Ouais, ça nourrit nos liens d'amitié, ça nourrit notre capacité à travailler et à traverser les moments difficiles de notre travail.
ça nourrit nos envies d'aller plus loin dans ce qu'on fait. C'est tout, quoi. Ça donne de l'espoir pour la suite, ça donne envie de transmettre à nos enfants aussi cette importance du lien et de l'importance de Sens de la vie l'amitié. un peu. Ouais. Petite question un peu plus projection. Quels sont vos espoirs et vos envies pour la suite? Alors, c'est quoi nos projets? Dis-moi. J'ai attendu ici pour Après, savoir. moi, je n'ai pas des grands projets au-delà de ce qu'on fait déjà et de perdurer dans ce qu'on fait, puis certainement d'améliorer certaines choses. Voilà. On a toujours des petits micro-projets de Peut-être nouvelles développer, productions, ouais. un peu de diversification, des choses comme ça, de prendre peut-être un peu plus de temps pour nous aussi, Ah oui, de ça trouver peut être ces espaces de pause dont on a besoin de plus en plus. Mais peut-être développer le côté ludique, pas ludique, éducatif, pardon, un peu plus. Oui. C'était une idée aussi, on a parlé de ça. Ouais. Je sais pas, ouais, on va voir. Ouais. Peut-être transmettre certaines choses. On le fait déjà via le woofing et les stages. Mais cet aspect de la transmission, on aime bien ce côté-là en fait aussi de notre travail aussi. Donc peut-être il y aura des choses qui se développeront dans ce sens-là. On ne sait pas trop. C'est encore un peu flou. Voilà. On est encore jeune, 50 ans. On a des envies d'accueil aussi, peut-être en mode tourisme ou autre, mais en même temps en ce moment on fait aussi de l'accueil avec les formules woofing et ça nous plaît aussi de faire cette forme ce format-là d'accueil. Il est aussi hyper enrichissant, donc voilà. Pour l'instant ça nous satisfait à peu près. Et peut-être qu'on développera des choses un peu plus précises, mais c'est ça. Rien de concret, mais beaucoup d'abstrait. Mais après, les rêves et les envies et les idées, c'est ce qui fait qu'on avance aussi. Et même si on n'aboutit pas à l'idée d'origine, ça va peut-être nous permettre de prendre un chemin un petit peu différent et d'enrichir et de diversifier notre parcours. Et c'est bien. Je pense que ça va être ma dernière question. Évidemment, toujours la question conseil. Quel conseil, au pluriel ou non, vous donneriez à quelqu'un qui souhaite s'installer en maraîchage? Bon, là, je vais faire une question un peu à rallonge. Donc, première partie de la question et deuxième partie de la question. Quel conseil vous donneriez à peut-être davantage une personne queer qui souhaiterait s'installer à la campagne en tant que paysanne? Alors moi, je pense que le premier conseil que je donnerais, ça serait par rapport à la partie plus technique, maraîchage, vraiment production, de pas trop vouloir diversifier dès le départ, si c'est sur une production maraîchère diversifiée. Nous, on a fait un peu l'erreur au départ de vouloir faire trop de choses les premières années. Donc peut-être cibler 3, 4, 5 productions, bien les maîtriser, et puis après diversifier une fois qu'on s'est fait la main. Et le deuxième conseil, qui pour moi est essentiel, c'est d'entrer, de se créer du lien social avec des collègues maraîchers dans le coin, avec des structures, qu'elles soient Chambre d'agriculture ou CIVAM ou Terre de Liens ou autres. Enfin, il y a plein d'associations aujourd'hui qui peuvent accompagner et je pense que ça c'est hyper important de ne pas rester seul dans son coin à produire. Et de faire partir d'un réseau, c'est une force vraiment essentielle, je pense. Qui aide à soutenir dans les moments un peu difficiles ou dans les doutes ou les moments de prise de décision où on ne sait pas trop dans quel... voilà. D'avoir des points ressources. Et pour le personne queer, en fait, je dis presque le même que le deuxième point que Claire dit. En fait, essaye de trouver des associations, des groupes, des personnes qui sont queer dans le coin parce que il existe en fait, même si on est minoritaire dans un certain sens, on n'est pas regroupé comme dans une ville, on est éparpillé à droite et à gauche et aujourd'hui il y a beaucoup plus de cafés queer, des groupes queer qui s'installent dans la campagne justement et c'est là où on peut vraiment trouver déjà des ressources humaines, on peut dire, une façon à parler ensemble et tout ça.
mais aussi qui peuvent aider des gens à s'installer, d'avoir des coups de main, d'avoir... ça rejoint vraiment un peu le deuxième truc que tu avais dit, Ouais. c'est ce réseau social, si tu peux... C'est possible à trouver ça avant qu'on s'installe, donc du coup, c'est encore... Ça aide beaucoup plus comme ça. Mais ouais, on peut être étonné, mais il y a une ruralité queer, ça existe. Et d'ailleurs, il y a la marche fierté rurale le 26 juillet. Ouais, c'est ça. ouais, cool. Non, je Merci crois que beaucoup, Léa et Claire. Ouais, avec plaisir. merci, hein, c'était chouette.